BFM Business, l'heure H, la question du jour. Question du jour avec vous, Laurent Escure, merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas encore en train de défiler, secrétaire général de l'UNSA. On va rappeler l'UNSA, c'est le petit syndicat qui monte, en l'occurrence, très présent dans l'éducation nationale, dans la fonction publique. C'est le syndicat qui a le vent en poupe, en effet. On est représentatif pour les 5,5 millions d'agents publics, mais on est aussi représentatif parce qu'on monte dans le privé de manière assez importante, pour plus de 5 millions de salariés du privé. Et aujourd'hui, en effet, on a une journée d'action à la fois de fierté des agents publics, de la fonction publique, où on invite aussi les salariés du privé à exprimer leur solidarité contre un projet de loi, mais surtout pour que la France, c'est un message qu'on adresse, se réconcilie avec ses agents publics, parce qu'on en a besoin, y compris pour les performances économiques. Donc c'est une crise d'amour, c'est un appel à ce que les Français vous aiment et qu'on arrête ce fonctionnaire bashing. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire des généralités. On voit que souvent les fonctionnaires sont pris pour bouc émissaire, y compris pour les comptes publics, et à chaque fois qu'on interroge les Français, ils disent qu'ils veulent plus de services publics de proximité. C'est très nettement sorti dans le grand débat. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on valorise ces services publics de proximité? Comment? Est-ce qu'on reconnaît les agents qui les portent? Moi, la question que je me pose, parce que là vous citez un sondage, mais on peut aussi continuer derrière, c'est-à-dire qu'ils sont pour que vous travaillez un petit peu plus, parce qu'il y a la question quand même du temps de travail des fonctionnaires, il y a la question quand même de l'efficacité du service rendu. On peut valoriser les fonctionnaires, mais peut-être aussi moderniser. Mais nous, à l'UNSA, ça fait longtemps qu'on dit qu'on peut poser la question de la productivité de la fonction publique. On est à l'aise avec ça, parce que les études le montrent, y compris économiques, montrent que notre système public, nos infrastructures, sont aussi une part de ce qui fait l'attractivité de la France en plan économique, dégagent aussi de l'intérêt général du point de vue des performances économiques, parce que c'est des infrastructures et c'est des services qui aident, y compris les entreprises. Et lorsqu'on parle d'argent public, si on fait des économies sur les fonctionnaires, il faut dire où et lesquels. Nous, on dit, on peut discuter des missions de la fonction publique, mais je pense qu'on ne va pas supprimer... C'est pas ce que demandent les Français, des hôpitaux, des écoles, des policiers. Non, mais dit comme ça, évidemment, vous avez raison, ça c'est clair. Mais en même temps, vous avez 59% quand même des Français qui disent il faut que les fonctionnaires travaillent plus, soient plus efficaces. Mais en même temps, est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Martinez ce matin, qui était sur BFM TV, le secrétaire général de la CGT, bien sûr, et qui dit la France est unique en termes de services publics, c'est là où il y a le plus de fonctionnaires. Est-ce que c'est bien ? Alors, ce qui est bien, c'est de regarder à quoi ça sert. Et là, pour l'instant, on voit bien que c'est pas dans les urgences, les maternités, les hôpitaux, la police, la sécurité. C'est dans le millefeuille territorial. Et si on prend la fonction publique territoriale, je vais chasser une idée reçue. Ouais. On se dit souvent, finalement, celui ou celle qui tond la pelouse d'une collectivité territoriale, on pourrait faire autrement et on pourrait l'externaliser. Mais si on l'externalisait, évidemment, il y aurait quelqu'un... Contractuel, en l'occurrence, oui. Ou externalisé. Oui, si on l'externalisait, on pourrait avoir quelqu'un qui tondrait la pelouse, donc il faudrait payer son salaire. Et fatalement, si c'est une entreprise privée qui le fait, elle cherchera à faire du bénéfice. Donc il faudrait qu'on regarde si jamais le coût de la mesure d'externalisation serait en effet moins d'argent public dépensé, ce qui n'est pas sûr. Oui, vous avez raison, c'est intéressant. Sauf que celui, si on prend cet exemple-là, celui qui travaille dans une entreprise privée, lui, il va au moins travailler aux 35 heures. Oui, mais la plupart des fonctionnaires travaillent aux 35 heures. En l'occurrence, ils travaillent 1607 heures. C'est ça qui se produit. Et franchement, je connais peu d'agents publics qui posent leur blouse au service des urgences sous prétexte qu'ils ont dépassé leur quota horaire. Dans les mairies, il y en a quand même quelques-uns. Ce sont des gens souvent dévoués. Combien de secrétaires de mairie rendent des petits services aux personnes âgées de leur entourage. C'est-à-dire qu'il y a parfois... Mais donc on touche rien, on fait rien. Non, c'est pas ce qu'on dit. Nous, on dit, projet de loi... si on doit faire évoluer la fonction publique, il faut que lorsqu'on demande des évolutions, il y en a eu beaucoup qui ont eu lieu. Là, aujourd'hui, il y a une grande tendance à vouloir précariser encore un peu plus avec des recours aux contractuels. Mais on a déjà un agent public sur 5 qui est contractuel. On a déjà des outils qui existent pour gérer la souplesse ou pour gérer les moments où on a un peu plus besoin de fonctionnaires et en se disant qu'on va peut-être pas les embaucher pendant 42 ou 43 ans. Donc ça, ces outils existent déjà. Là, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on importe de la précarité du privé. Moi, je suis bien placé, je défends à la fois les salariés du privé et ceux du public. On importe la précarité du privé
mais sans en apporter les droits de défense des personnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recours possible au prud'homme, il n'y a pas de prime à la précarité. C'est un des sujets qui crée cette malentente avec le gouvernement. Oui. Alors, cette réforme, est-ce que pour vous, s'il fallait la qualifier, elle était acceptable, inacceptable? Parce que Olivier Dussopt, dirait, c'était ici même qu'il l'avait dit, ce même micro, qu'il allait parler donc des 120 000 fonctionnaires, suppression de postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat. Ensuite, on a bien vu qu'Emmanuel Macron a dit que finalement, c'était plus un objectif. Lui dit, cette réforme, je vais la maintenir parce qu'on a discuté pendant 15 mois. Avec vous, Laurent Escure, avec Laurent Berger de la CFDT, avec Philippe Martinez, etc. Bien sûr, l'UNSA a proposé beaucoup d'amendements. Certains ont été pris à ce projet, heureusement, parce que sinon il aurait été pire. Mais peu. Et Olivier Dussopt a beaucoup écouté, mais il nous a peu entendus. C'est ça le principal problème. Et il faut qu'il sorte de ces certitudes. Le président de la République a en effet annoncé que 120 000 suppressions de fonctionnaires ne serait peut-être pas forcément un objectif, mais l'objectif peut être d'en supprimer 110 000. Donc on attend des grandes clarifications. On ne fera pas le France public, les services publics de proximité, si jamais on a cet objectif de suppression massive de fonctionnaires. La masse salariale des fonctionnaires ou des agents publics, c'est à peu près 290 milliards d'euros. C'est un chiffre considérable. Je comprends que ça puisse faire, pour ceux qui se servent de la calculette, que ça puisse attirer leur regard. Quand même, parce que ça permet de ne pas dépendre des marchés financiers. Exactement. D'abord, c'est utile, mais je peux le comparer à un autre chiffre qui a été donné par Gérald Darmanin. Les niches fiscales, ce qu'on appelle les aides aux entreprises, certaines sont utiles, là aussi, mais ça représente 140 milliards, ce qui est aussi un montant considérable. Il faut le et président... Parce que vous avez des aides aux 35 heures pour compenser 35 heures, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une niche, c'est pour compenser un impôt qui a été fait. Alors après, on peut dire que c'est absurde, et là je mais me suis nous, on partage le point de vue du président, mais il n'est pas allé jusqu'au bout, qui est de dire qu'il faut revisiter l'ensemble des niches fiscales, et notamment celles qui touchent les entreprises, parce que... Ça, il a dit que les niches fiscales, elles seront revisitées que pour les entreprises. Bien sûr, mais et donc ces niches-là, il faut les regarder, parce que si on supprime 120 000 postes de fonctionnaires, c'est 2 ou 3 milliards. Alors, je ne fais pas le comparatif avec la suppression de l'ISF version investissement, mais sur les 140 milliards d'aides publiques aux entreprises privées, certaines, on le sait, sont utiles pour passer des caps, mais peut-être qu'il y en a certaines qui ne produisent pas leurs effets. Donc il faut aussi regarder tout ça. Il faut qu'il y ait une durée de vie dans les niches fiscales, ça c'est sûr. Mais au-delà de la calculette, moi ce qui m'étonne toujours, c'est que vous pourriez, surtout vous, Laurent Escure, d'accord, pour qu'on revisite la fonction publique comme on doit le faire pour les entreprises, quand on va faire, il faut moderniser le secteur public, parce que la vie, elle a évolué. On est d'accord, mais justement, ce projet de loi n'est pas une loi de modernisation. C'est une loi de précarisation, d'affaiblissement de la fonction publique. Moderniser la fonction publique, ça fait 20 ans ou 30 ans que, y compris les agents publics, y contribuent. Nous, on est prêts à ce débat. Le Conseil économique, social et environnemental a produit un rapport sur la modernisation de fonction publique qui a été salué et encouragé par l'ensemble des partenaires sociaux et pour le côté syndical, l'ensemble des syndicats. Donc on a des pistes, mais c'est pas ce projet de loi. Ce projet de loi importe des méthodes, c'est un projet de loi qui est assez idéologique. Nous, on est prêts à la discussion, y compris à celle de la modernisation de la fonction publique, mais on est aussi, et on attend, la reconnaissance des agents publics qui, tous les jours, font vivre nos services, rendent des services aux Français et à l'économie. Il y a un problème de mal-aimé, en fait. Oui, alors mal-aimé... À vous écouter, c'est surtout l'objet de cette manifestation et de cette unité syndicale. Non, c'est d'abord l'objet d'une saine colère, mais qu'on veut transformer, nous, en optimisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc il y a des questions de reconnaissance des agents publics, y compris de la part du gouvernement, mais y compris de la part des Français. Ce sont des producteurs d'intérêt général. Ils doivent être respectés, reconnus, et ça se passe par un vrai dialogue, pas par une loi faite à la va-vite, qui ne modernisera pas la fonction publique. La va-vite, 15 mois de négociations. Tous les rapports Bercy et bourrés de dossiers sur... On confond, mais c'est le jeu politique actuel ou politicien. On confond des concertations avec des négociations. Elle n'a pas été négociée, cette loi. Nous, on a essayé d'en infléchir les plus mauvais aspects, mais il y a encore beaucoup de sujets de contentieux qui restent. On importe la précarisation des institutions représentatives des personnels, un peu comme dans le privé,
alors que la fonction publique, globalement, les employeurs publics sont globalement des mauvais employeurs. Rupture conventionnelle par exemple, donc qui serait autorisée dans la fonction publique comme elle a été dans le secteur privé. Là, vous avez raison, mais sans les protections dont bénéficient les salariés de droit privé, qui peuvent avoir des recours auprès des prud'hommes, ou qui peuvent avoir des contentieux, ou qui peuvent avoir de la norme produite dans des accords de branche ou des accords d'entreprise. Donc on importe des méthodes sans en importer les protections. Vous savez, c'est un sujet qui est complexe, mais dans ce projet de loi de fonction publique, le ministre Dussopt se targue de vouloir la moderniser. En réalité, il importe des vieilles méthodes qui ne font pas la preuve de leur efficacité. Donc, la rupture conventionnelle, en tous les cas, elle a fait preuve de son efficacité dans le privé. Alors effectivement, il n'y a peut-être pas les garde-fous, mais regardez le nombre de ruptures conventionnelles. Donc c'est devenu un outil. Mais vous savez, regardez, qui séduit à la fois les salariés et puis l'entreprise. Bien sûr, si l'employeur public, et je pense à l'État essentiellement, était un bon employeur, ça serait, oui. Non, mais raison. Oui. Et ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de secteurs où il n'y a pas de médecine du travail. Il y a beaucoup de secteurs où on paye des salariés de la fonction publique moins que le SMIC. Alors comme c'est interdit, officiellement on les paye moins que le SMIC et on leur donne une prime compensatoire pour arriver au niveau du SMIC. Donc on a un vrai sujet de la rémunération, notamment des bas revenus dans la fonction publique. On a un vrai sujet de reconnaissance des fonctionnaires et on a, nous, à faire la preuve que la fonction publique peut évoluer, peut se moderniser, mais pas au prix d'une casse du service. Voilà, mais c'est ça. Mais à mon avis, il faudrait faire la preuve, justement. Parce que dans l'enseignement, dans la recherche, vous avez raison. C'est-à-dire que les salaires dans le secteur public sont dérisoires par rapport à ceux dans le secteur privé, et puis notamment à l'étranger. Donc on voit bien beaucoup de grands cerveaux en train de partir à l'étranger. Donc ça, c'est l'autre aspect du système. Vous demandez quoi, le retrait? Vous demandez quoi? Alors on demande, nous, que ce soit complètement revu, cette loi, et notamment sur ces trois aspects. Sur la précarité, qu'il y ait des garde-fous qui soient mis, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on a des possibilités d'embaucher des contractuels, qu'il y ait des droits qui soient donnés lorsqu'on met de la flexibilité, et en espérant que ce soit marginal, que les institutions représentatives des personnels gardent des compétences, parce que lorsqu'on supprime... Parce que là, l'idée, c'est justement de fusionner, un peu comme dans le privé, après la loi Pénicaud. Exactement, mais pire que dans le privé, il y a notamment la disparition des commissions paritaires qui géraient, avec un droit de transparence et un droit de regard des organisations syndicales, c'est pas elles qui le décidaient, mais au moins elles contrôlaient les mutations ou les promotions. Qu'est-ce qui va se passer demain? Pourquoi on a fait ça dans le statut de la fonction publique? On l'a fait ça pour protéger l'administration des pressions extérieures, qu'elles soient financières, d'hommes et de femmes politiques, qui vont placer un tel ou un tel dans des postes. C'est l'indépendance de la fonction publique qui est en cause lorsqu'on n'est pas dans des nominations qui se font dans la transparence. Est-ce qu'il faut, peut-être revoir cette notion de statut? Alors, le statut a déjà beaucoup évolué et nous, on est pour... L'unicité de la fonction publique. Il y a trois fonctions publiques, on va rappeler... Il y a trois versants. Oui, trois versants, État, territorial, hospitalier. Il y a déjà des grandes différences. Par exemple, dans la fonction publique territoriale, et c'est malheureux pour eux, lorsqu'ils passent le concours de la fonction publique territoriale, ils n'ont pas de garantie d'emploi, il faut qu'ils trouvent d'abord un emploi. Dans la fonction publique hospitalière, il y a aussi des dérogations par rapport à la fonction publique d'État. Donc, il y a une convergence de droits sans doute à apporter. Nous, on estime à l'UNSA que les éléments de souplesse dont on pense avoir besoin pour améliorer les services publics sont déjà présents et qu'on a des agents qui sont déjà prêts à à regarder ces questions de productivité, de modernisation, à condition d'être respectés, reconnus et défendus dans leurs droits. Oui, mais donc l'unicité ? Alors l'unicité, si elle se fait par le haut, ça nous ira. Ça vous ira, évidemment, c'est-à-dire que si jamais on aligne par le haut les droits et les devoirs des fonctionnaires, ça nous ira. C'était un peu l'esprit des la première codification de la fonction publique au début des années 80. Mais on en est loin. Là, on est plutôt en train d'exploser ce statut. Deux questions en 30 secondes, pardon, le temps passe. La réforme des retraites avec l'unicité des régimes, qu'ils soient publics ou privés. Alors on travaille avec le haut-commissaire sur ce sujet. On pense que si on applique brutalement la réforme, il y aura des perdants du côté du privé ou du côté du public, et il y aura des gagnants potentiellement du côté du privé et du côté du public, parce que c'est une réforme systémique assez lourde. Et nous, on va regarder comment on fait pour que les gens ne perdent pas, et comment on fait pour que, en effet, dans la fonction publique, dans certaines catégories qui risquent d'y perdre, il y ait des éléments de compensation. Là, vous avez déjà vu à peu près le texte, non, grosso modo. On n'a pas le projet de loi, mais on travaille justement sur ça avec le haut-commissaire, sur les besoins de compensation pour que ce régime qui soit universel, si la loi aboutit, soit plus clair, transparent
transparent, mais surtout soit juste et que les fonctionnaires comme les agents, comme les salariés du privé ne perdent pas de protection sociale. Grosse mobilisation en conclusion? Je pense qu'on aura aujourd'hui des centaines de milliers de personnes. C'est l'unité syndicale, vous l'avez dit. Je m'en réjouis. C'est pas toujours possible parce qu'on a des options différentes dans le champ syndical, mais quand l'appel est clair, lorsque le sujet est précis, on arrive à faire cette unité, c'est tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne manif, j'ai envie de dire. Merci. Pour une fois qu'il y a l'unité syndicale. Merci. Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA. Dans un instant, allez, un petit clin d'œil. On parlera de vin à l'occasion de l'ouverture du Vinexpo, qui est le plus grand symposium international de vin. Et ça se passe à Bordeaux. À tout de suite.